J'étais menotté aux poignets et aux chevilles dans un commissariat de quartier d'une capitale des Balkans. Les policiers me fabriquaient un arrêt de travail à grands coups de classeur en bois dans la gueule. Ma tête était leur cible de prédilection, mais ils ne négligeaient pas les autres parties de mon corps. Ça faisait mal, mais ce n'est pas ce qui me terrifiait le plus. J'avais peur qu'ils ne me démolissent pour de bon. Au bout de toutes ces années, je m'étais habitué à ma figure. Ce front haut, ces petits yeux un peu bridés, ce nez indéniablement sémite, cette tête oblongue qui me faisait penser à un ananas, surtout quand je sortais de chez le coiffeur, sans hésitation, c'était moi. Je n'éprouvais plus aucune déception en me regardant dans la glace. Le lien de parenté entre mon visage et moi n'avait plus rien d'étrange. Bon, le point de départ de ce roman, d'abord, c'est un événement, c'est effectivement l'histoire d'un type qui se fait écraser la figure de manière inattendue, injustifiée dans un commissariat. Voilà, ça c'est un événement. Après, la question c'est comment est-ce qu'à partir d'un événement on fait un texte? C'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme quelque chose d'autobiographique qui est commun, ordinaire, même si, effectivement, heureusement ça n'arrive pas tous les jours, comment est-ce qu'on transforme ça en expérience littéraire? Enfin voilà, c'est ça l'idée. C'était la première fois, en ce qui me concerne, que je travaillais à partir d'une matière si proche. La fiction, c'est du mensonge. La littérature, c'est du mensonge. C'est le propos de ce texte. Le personnage, il est lecteur de littérature à l'université de Sofia. Il fait un cours sur qu'est-ce que c'est que la littérature. Il fait un cours sur qu'est-ce que c'est que l'autofiction. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce qui est important dans l'autofiction, c'est la fiction. Tout discours sur soi est un discours mensonger. Voilà. Est-ce qu'il y a du sens qui apparaît? Est-ce que, à partir du moment où on se met en scène dans un récit, quelque chose comme du sens peut apparaître, non seulement pour moi, non seulement pour l'auteur-narrateur, mais pour le lecteur, parce que c'est ça qui est important. Le lecteur, il est partie prenante. Si je fais un autoportrait qui ne concerne que moi, autant me regarder dans la glace. Je suis seul. Mais dès lors que j'échappe, ou que j'essaie d'échapper à cette solitude, dès lors que cet autoportrait peut toucher autrui, il est nécessairement mensonger. Et le propre de cette vérité, elle est là. Il n'y a de vérité qu'en passant par le mensonge. Alors pourquoi Roth? Parce que d'abord c'est lui qui m'a donné envie de devenir écrivain, et ensuite parce que je le lis et le relis à longueur d'année, et que il y a chez lui quelque chose qui me touche particulièrement, et qui à mon avis est exemplaire. Alors c'est un autre problème, de ce qui serait une écriture juive ou d'un judaïsme dans l'écriture, à savoir une espèce de manie obsessionnelle de l'introspection qui ne tourne jamais, mais alors jamais, contrairement à ce qu'on voit dans la littérature française, par exemple, contemporaine, au narcissisme ou à l'enflure du moi. Il y a chez Roth cette espèce de subtilité permanente qui consiste à parler de soi avec une autodérision, avec une absence de complaisance et avec un génie évidemment dans la langue qui moi me fascine. Alors, si jamais dans Autofriction j'avais pu ne serait-ce qu'atteindre à ça, pour moi le pari serait gagné. La question des scènes de sexe, à moi elle s'est posée d'une manière aigu, si j'ose dire. Et en même temps, j'imaginais pas écrire ce roman sans qu'il y ait des scènes de sexe. Alors, il y a deux écueils quand on écrit un roman. En ce qui me concerne, il y a vraiment deux écueils. C'est éviter la pornographie, parce que la pornographie, qu'est-ce que c'est? C'est le gros plan sur l'organe, et ça n'a strictement aucun intérêt, c'est du mensonge. Et d'autre part, le deuxième écueil, c'est l'érotisme. Parce que l'érotisme, qu'est-ce que c'est? C'est pour un regard extérieur, et quand on fait l'amour avec une femme, en général, on n'imagine pas un regard extérieur. Sauf cas particulier. Donc, comment éviter à la fois l'écueil de l'érotisme et de la pornographie? Ça, c'est une des questions que je me suis posée. Et pourtant, en relisant ce texte, je vois qu'il y a des passages qui sont porno. Mais pas seulement. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur de la pornographie, mais il ne faut pas rester dans la pornographie. Et donc, ce qui est difficile, c'est d'écrire des scènes de sexe où l'on voit le sexe, bien entendu, mais où on voit aussi tout ce que le sexe véhicule dans la vie réelle. Parce qu'il me semble que quand on fait l'amour avec une femme, il y a autre chose que du sexe qui se passe, même si ça passe par le sexe. Et donc, comment, à travers les mots, rendre le sexe et ce qui, dans le sexe, et qui n'est pas nécessairement
traduisible dans les mots, passe lorsque, dans la vie réelle, hors de la page, on fait l'amour. C'est très difficile, je ne sais pas si j'ai réussi. Alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi du sexe dans un roman? Bon, la réponse, elle est toute bête. Pourquoi du sexe dans un roman? Parce que à partir du moment où on a un personnage qui est un double fictionnel, où on a un personnage qui est ancré dans la vie, qui est ancré dans l'amour de la vie, qui est ancré dans l'amour tout court, ne pas parler de sexe, c'est une fausse pudeur, c'est hypocrite, c'est mensonger, et c'est un manque de respect vis-à-vis du lecteur. Joseph est un juif qui se dit juif, qui revendique sa judéité, mais qui est incapable d'en fournir une définition. Et si on prend les définitions communément admises de la judéité ou du judaïsme, Joseph échappe à toutes ces définitions. Il n'est pas religieux, il ne va pas à la synagogue, il ne croit pas d'ailleurs que l'observance du rite constitue l'essence du judaïsme. Il n'a pas de vie communautaire. Il ne se définit pas comme juif israélien parce que c'est un juif diasporique, il est en diaspora. Et donc, évidemment, une fois qu'on enlève la vie communautaire, une fois qu'on enlève la religion, qu'est-ce qui reste? Et c'est toute la question que se pose Joseph Toledano. Qu'est-ce qui reste? La seule chose à laquelle il peut se raccrocher, c'est la culture. La famille, les goûts, les saveurs de son enfance, etc. Mais comme le dit très bien Monica, quand tu me parles de famille, de goût, de culture, tu pourrais tout aussi bien être sicilien. Et là, Joseph admet qu'effectivement, à chaque fois qu'il essaye de s'approcher de ce mot lui échappe. Et il y a un passage, à un moment où il se souvient d'une journée passée à la synagogue, un jour de Kippour avec son grand-père, où il voit le livre, il voit la Torah, et il sait que c'est là que le mot, ou que le sens du mot réside. Et il sait, quand il voit ce livre, que ce livre va toujours le fasciner et qu'il ne va jamais y entrer. C'est un égaré. C'est un égaré, mais c'est un égaré qui se sait égaré et qui revendique son judaïsme dans cet égarement. Il y a là quelque chose, à mon avis, qui est proche de ce que Lévinas disait du visage. Le visage, c'est l'infini. C'est ce qu'on ne peut pas réduire. Un visage, ça change constamment. Mais le juif, c'est ce qu'on ne peut pas réduire à une catégorie. Quand on a voulu définir le juif, eh ben, on sait comment ça a terminé. Quand enfin la douleur s'atténuait, je me redressais. Malgré le mal de dos, je tirais sur les menottes, je gardais la tête droite, je souriais. C'était le moins que je pusse faire. Ça, et attendre le prochain coup de classeur. Alors, à chaque fois, je traitais mon flic de nazi, de sale merde nazi. À chaque gifle aussi, sale nazi, sale merde nazi, sale nazi de merde. Un des policiers s'était révolté. Il avait essayé de s'expliquer. Il voulait me faire un cours d'histoire, ce sale nazi de merde. Il voulait me raconter l'histoire de son pays, deviser tranquillement avec moi comme si on buvait un chocolat dans un café, assis sur des banquettes en velours rouge et bien au chaud. Je ne pouvais pas accepter ça, c'était hors de question. Son pays n'avait pas collaboré, sale nazi. Il avait protégé les juifs, les tziganes, les communistes, les résistants. Ta gueule, sale nazi. Le roi avait cassé l'ordre de déportation voté par le Parlement. Ta gueule, sale nazi de merde, ta gueule. Je ne répondrai rien d'autre. Je ne tomberai pas dans le piège. Fucking nazi. Je me mettais à aboyer. Heil Hitler! Heil Hitler! Le pédagogue était au bord de la perte de contrôle. Il se décomposait. Il renonçait à m'expliquer quoi que ce soit. Il ne s'adossait plus à la grandeur de son pays pour justifier les traitements qu'on me faisait subir. Sale nazi de merde. Il ne voulait plus rien justifier du tout, mais seulement me faire subir. Il s'est approché de moi. Un dernier Heil Hitler! Sale nazi de merde. Une dernière fois. Il allait me tuer. Si rien ne le retenait, je serais bientôt mort. Tant pis. Un dernier Heil Hitler. J'ai gardé les yeux bien ouverts. Je me suis retenu de pisser dans mon froc. Il allait me tuer. Il m'a craché à la gueule. Il ne pouvait rien faire d'autre. Au début, il joue. Mais après, il joue plus du tout. Il y est à fond. Il est prêt à n'importe quoi. Il est prêt à n'importe quoi. Il peut y laisser sa peau, mais il est prêt à n'importe quoi. Il est dans l'identification totale avec la victime juive.